tous, bienvenue au masterclass du crime. Euh, Aujourd'hui, on est dans une période particulière. Il y a une explosion de l'intelligence artificielle propulsée par plusieurs grands centres, plusieurs grandes entreprises, mais aussi par l'apprentissage automatique qui est en train de transformer la donne dans l'industrie. Et dans ce contexte, il y a des grandes percées au niveau scientifique, au niveau technologique, des grandes promesses aussi, beaucoup de choses qui semblaient impossibles maintenant sont à la portée, ils semblent à la portée. Et en même temps, du côté de l'industrie, il y a toute une lutte pour essayer d'intégrer ça, d'utiliser ces avancées-là. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours, le chemin n'est pas toujours trivial. Il est beaucoup plus complexe que ce qui pourrait beaucoup plus complexe que ce que ça en a l'air à première vue. Donc ici, nous, au crime, un des rôles du crime est justement d'être dans cet entre-deux, d'être un pont entre les développements scientifiques, technologiques et leur réalisation, leur application, leur mise en place, leur mise en place. Et donc, notre rôle, c'est d'aider les entreprises, les PME, les entreprises, les institutions dans leur cheminement pour intégrer ces aspects innovateurs dans leur offre et leurs produits. Euh, dans cette optique, on vous propose cette série de masterclass. L'idée, c'est d'illustrer ce passage de la recherche à la réalisation par la voix de nos experts qui font ça en fait dans nos projets, dans notre expertise et tout ça. C'est ce qu'on essaye de développer. Et alors qu'aujourd'hui, il y avait énormément de tutoriels, de cours disponibles en ligne euh, au niveau de la pratique professionnelle, au niveau du passage professionnel, il y a un grand manque. Et donc, nous, étant donné tout le développement qu'on fait et l'expérience qu'on a, on essaye de partager une partie de cette expertise-là, ou en tout cas les approches que l'on développe au crime, les considérations, les méthodes qu'on prend, la façon dont il se prend, de le partager avec la communauté. Et bien sûr, on est très ouvert aux suggestions, aux discussions. Si vous avez des commentaires, des recommandations, des critiques, ne vous gênez pas pour nous les envoyer, pour qu'on continue cette série de classes de maîtres. Donc, aujourd'hui, dans cette optique, on va nos deux experts sont Azur Handan et Maxime Roy. Tous les deux sont des développeurs logiciels au crime. Ils couvrent une vaste étendue du monde du génie logiciel. Ils ont une expérience très, très diversifiée et ils jouent justement un rôle important dans ce rouage de transfert de technologie qu'on essaye d'offrir au crime, donc du passage de l'innovation à la réalisation. Et tous les deux sont très habitués à travailler à la fois avec des chercheurs, des scientifiques des données, des architectes et aussi les acteurs de l'industrie. Donc, ils savent très bien comment, ils connaissent, ils sont bien au courant et ils savent comment euh, traduire les besoins de l'industrie dans le langage de l'innovation et ils savent comment organiser les étapes pour ce passage-là. Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas directement d'intelligence artificielle, mais plutôt d'un sujet qui est de grande actualité et qui aura un grand impact dans notre futur et dans lequel l'intelligence artificielle va jouer un très grand rôle. Ok. Sans plus tarder, je laisse la parole à Azur et Maxime. Merci, Ouman, pour cette belle présentation. Comme Ouman l'a dit, on développe une expertise au niveau de la blockchain. Aujourd'hui, on va tout simplement vous présenter comment on essaie de rallier cette théorie à la pratique. Et voici un exemple d'un des projets parmi tant d'autres qu'on réalise. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les contrats
contrat intelligent, dans notre cas, le contrat de location intelligent, la chaîne de blocs, blockchain, au profit du locataire et du propriétaire de logement. Donc, voici que le crime, essentiellement, le crime offre son expertise au niveau de la blockchain et on va démontrer à travers cette présentation comment on rallie la théorie à la pratique parce qu'on le sait que souvent, il y a un gap entre les deux et c'est à travers des projets de développement expérimentaux où est-ce qu'on essaie de mettre en application ces théories qu'on va être capable d'énumérer les difficultés, de sélectionner ou en fait bien cibler les difficultés que la théorie, des fois, ne peut pas bien exprimer au niveau applicatif. Dans notre cas ici, le cas d'application qu'on a essayé qu'on cible, c'est essayer d'implémenter les mécanismes d'un bail que nous avons tous pour le logement, régi par le tribunal, de l'implémenter sous format de contrat intelligent qui est déployé sur la chaîne de blocs distribuée dans un réseau de pair à pair. Donc, c'est quoi l'apport quel est l'apport réel de la blockchain, des contrats intelligents? En fait, ça permet de possiblement limiter les manques au règlement émis par le tribunal. Souvent, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, c'est papier, on rédige papier, puis c'est que par la suite qu'on réalise qu'il y a des règlements qui ont été bafoués. Ça a été un peu un enjeu. Donc, on essaie de ramener ça au niveau préventif plutôt que réactif. La blockchain, quant à elle, elle est distribuée, elle est très robuste. Le nombre de pannes est réduit grandement. C'est décentralisé, donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de tous et chacun participe. Donc, il n'y a pas une personne qui contrôle la blockchain. C'est transparent et c'est ce qui nous permet d'avoir une confiance en elle. On vous explique plus en détail le cas d'application. On le dit, je le répète encore une fois, c'est le bail du logement. Donc, qui sont les parties prenantes? On parle du locataire, on parle du propriétaire, on parle du tribunal. Lui, c'est celui qui régit, supervise toutes ces activités économiques entourant les logements et économiques et législatifs, bien sûr, juridiques également. Et finalement, on a mis comme un partie prenante le contrat de location, c'est-à-dire le bail en lui-même, bien que ce n'est pas une entité physique. Les besoins qu'on veut aller répondre, auxquels on veut répondre, c'est vraiment de réduire les manquements au règlement, mais aussi d'offrir potentiellement un système qui est universel, international, là, si on peut dire, là, vous allez comprendre pourquoi. La technologie en soi, la chaîne de blocs, c'est quoi? On va essayer de le simplifier au maximum. Il faut penser, s'il y a un exemple qui est simple à comprendre, ce serait potentiellement un livre comptable. Qu'est-ce que je veux dire par un livre comptable? C'est que dans un livre comptable, on va inscrire, tout comme la blockchain, dans un livre, on a des pages. Dans la blockchain, on a des blocs. Ces blocs, comme la page, ne peuvent être qu'ajoutés. On ne peut pas rajouter une page précédente ou on ne peut pas aller modifier ce qui a été écrit dans les pages précédentes d'un livre comptable. Ça a été écrit, on ne peut pas l'effacer. Ça a été ajouté dans un bloc, on ne peut pas l'effacer. Tout ce qu'on peut faire dans la blockchain, c'est rajouter des blocs et rajouter de l'information qui va dicter potentiellement les informations précédentes. Par exemple, dans un livre comptable, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va inscrire une transaction. Prenons un exemple de moi qui a 10 dans mon compte et je veux transférer 5 à Maxime. Ben, est-ce que je peux le faire? On va aller voir dans mon livre comptable à la page 2, dans le compte d'Azur. Est-ce que Azur a au moins 5 dans son compte? Oui, il a 5 dans son compte. Donc, on écrit à la page 3 qu'il y a une transaction entre Azur et Maxime d'un transfert de 5 C'est essentiellement la même chose avec une chaîne de blocs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un des blocs, on va inscrire des informations telles que Azur a 10 dans son compte. On va inscrire ça dans le bloc 1. Dans le bloc 2, je vais demander à faire une transaction. Je vais essayer d'envoyer, transférer 5 à Maxime. Le bloc, la chaîne de blocs, ou du moins le réseau, va valider que dans les blocs précédents, c'était bel et bien inscrit que Azur a au moins 10 ou au moins 5 qu'il peut transférer à Maxime
Si c'est possible, alors on ajoute ce bloc-là, puis on le partage à tous. Aujourd'hui, dans le système dans lequel on vit, c'est centralisé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que souvent, on va aller faire affaire avec une compagnie. On va aller voir une compagnie, on va lui poser, on va lui demander d'exécuter ma transaction. Je vais dire, parfait, il n'y a pas de problème. On va prendre ton 5 on va l'inscrire dans le compte, on va faire la transaction, on va transférer le 5 à Maxime, on va l'inscrire dans le livre comptable. Qu'est-ce qui arrive dans ce livre comptable-là? C'est que les gens au sein de l'entreprise vont aller valider que le livre, les transactions sont correctes. Donc, lorsqu'un conseiller ou une personne inscrit quelque chose dans le livre, ses collègues de travail vont refaire le même calcul mathématique et ils vont s'assurer que ce qui a été écrit, ça respecte bel et bien les mathématiques et donc, c'est valide ce qui a été inscrit et enfin, on peut approuver et ajouter cette page dans le livre comptable. La différence avec le blockchain, en fait, puis l'avantage, en fait, c'est qu'on va aller distribuer cette chaîne de blocs. Qu'est-ce qu'on veut dire par distribuer? C'est qu'on va créer un réseau d'ordinateurs qui, ensemble, partagent ce livre comptable ou du moins la blockchain. Donc, on a tous si moi j'ai un ordinateur, Maxime a un ordinateur, on a tous une version de la blockchain. Et lorsqu'un client décide de faire un appel à ce réseau, il envoie au réseau, bonjour réseau, voici la transaction que je veux faire. Je veux envoyer 5 à Maxime. Le réseau en soi récupère cette transaction-là, on appelle un memory pool. Elle prend cette transaction-là, puis l'ordinateur qui réussit à effectuer la transaction, le premier, ou du moins générer le prochain bloc qu'on va ajouter dans la blockchain, on va le traduire, on va l'exécuter. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce bloc-là et on va l'envoyer au réseau, à tous les autres ordinateurs du réseau pour qu'ils nous le valident. Est-ce que j'ai fait le bon calcul? Et le réseau, s'il approuve ce bloc que j'ai créé avec les transactions, s'il l'approuve, on l'ajoute à la chaîne de blocs et on propage l'état le nouvel état de la machine ou l'état de la blockchain. Donc, on reçoit tous un message comme quoi la blockchain, elle a été update. Voici le nouveau bloc qui a été ajouté. Comment on communique? On communique à travers un contrat intelligent. Mais où se trouve ce contrat intelligent-là? Ce contrat intelligent-là, on l'inscrit au sein d'un bloc. Comme dans mon livre comptable, je peux écrire des règlements. Je peux lui dire, voici les règlements du compte de Azure. Azure peut seulement dépenser 5 par la fois, ou du moins, si on prend l'exemple d'un bail de la Régie du logement, on va dire qu'il ne peut y avoir seulement qu'un locataire par logement et un propriétaire par logement. C'est un exemple fictif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce code déployable du code, on va l'inscrire dans un des blocs et ce bloc-là, ces règlements-là, on va le propager au réseau. Une fois qu'il est sur le réseau, il va être possible de l'appeler. Donc, lorsqu'on l'appelle, on va demander au réseau, on va lui dire réseau, je suis le propriétaire de ce bloc, de ce contrat-là à ce bloc, à cette adresse au bloc numéro 2, on va dire ça comme ça. Au bloc numéro 2, il y a un locataire que je voudrais ajouter sur ce réseau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce contrat-là va être, cette transaction-là de vouloir appeler le bloc numéro 2 et de exécuter la tâche de ajouter ou faire signer un locataire. Cette transaction-là, on va l'enregistrer dans le bloc numéro 4 ou dans le futur bloc du moins. Et donc, ce bloc-là va contenir l'historique de toutes les transactions qui ont été exécutées par ce contrat-là. Donc, essentiellement, c'est comme le livre comptable où est-ce qu'on dit, va à la page 2, les règlements sont là, on veut faire signer, parfait, à la page 5, on va écrire que selon les règlements à la page 2, Azure est le nouveau locataire de telle adresse, le propriétaire, c'est telle personne. Donc, on ajoute ce contrat-là dans ce bloc-là, dans cette transaction-là, on le rajoute dans un nouveau bloc. Ce bloc-là est propagé au réseau. Le réseau valide que la transaction elle est bonne. Et donc, tout le monde comprend que tout le monde sur le réseau est d'accord et connaît maintenant le nouveau bloc. Et c'est inchangeable, c'est là. Si on décide d'ajouter un nouveau bloc, on ne pourra jamais modifier le bloc numéro 4. C'est immuable.
Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça finalement par le fait qu'on ne peut pas modifier ce qui est écrit précédemment? Ben ça nous permet de générer ce qu'on appelle des jetons non fongibles. Vous avez sûrement entendu parler des NFT. Un NFT, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement que la combinaison d'un contrat intelligent, donc qui contient des fonctionnalités qu'on décide d'implémenter, et d'un document qui est unique. On va dire, par exemple, on peut mettre un MP3, une photo, un PDF, un JSON. Essentiellement, c'est quoi? Ce n'est que du contenu unique associé avec des fonctionnalités qui nous permettent d'authentifier ou d'associer un portefeuille ou un propriétaire à ce contenu. Donc, tout ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on prend le contenu, on le met dans un contrat, on le place dans un des attributs, on spécifie un propriétaire, on ajoute ce bloc-là, ce contrat intelligent-là, on le met dans un bloc et ce bloc-là, on le propage sur la chaîne et si le réseau l'approuve, on ne peut plus jamais le modifier. Donc, il en devient unique par le fait que je suis le propriétaire et un système de hachage va nous permettre d'authentifier ou en fait de sécuriser le contenu, ce qui fait en sorte que ce contrat-là, ce document-là ou ce jeton-là est immuable, il est unique et il ne peut que faire quelques fonctionnalités du genre changer de propriétaire. Pourquoi on veut utiliser ça? C'est parce qu'on peut garantir euh, l'authenticité ou du moins quelles sont les transactions antécédentes ou qu'est-ce qui a été écrit dans le passé et que ne pourra jamais être changé. Donc, ces documents uniques-là, on pourra par la suite, comme j'ai dit, changer de propriétaire. Mais tout ce qu'on va dire, c'est que le document qui était au bloc numéro 2, le propriétaire, c'était Azure. Dans le bloc numéro 4, le locataire, excusez-moi, c'était Azure. Le locataire numéro Azure cède sa propriété à Maxime. Donc, dans le bloc numéro 4, on n'a fait que la cession du contrat. Mais toutes ces transactions-là, elles sont inscrites. Dans le bloc 2, on s'est inscrit que j'étais le propriétaire. Dans le bloc 4, Maxime est devenu le propriétaire. Finalement, comment on conceptualise tout ça? Parce que là, les contrats intelligents, les jetons uniques, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour vous schématiser un peu comment on interagit avec tout ça, puis démontrer. Essentiellement, un use case, un cas d'utilisation, ce serait tout simplement que le tribunal administratif du logement déploie un contrat sur un des blocs, disons bloc numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait, moi et le locataire et le propriétaire appellent ce contrat-là et chacun fournit leurs informations nécessaires. Par exemple, je m'appelle Azure, le propriétaire, c'est Maxime, et nous voulons signer le contrat du logement sur Mont-Royal X adresse. Qu'est-ce que le contrat fait? Il prend ces deux adresses-là, il prend les informations et il génère un jeton unique avec l'information combinée de Maxime, Azure et le logement, qui en sont uniques parce que chaque adresse est unique. On prend ce jeton-là, on l'enregistre dans un des blocs et cette transaction-là est également, bon, on va dire qu'elle est enregistrée. Donc, c'est dans l'historique du blockchain. C'est comme ça qu'on se conceptualise. Je laisse Maxime continuer pour le reste. Alors, merci Azure. Je vais continuer. Alors, nous allons parler des problématiques identifiées suite à certains choix technologiques. Premièrement, on parle du réseau de réseau blockchain depuis tout à l'heure. On parle essentiellement du réseau Ethereum, en fait. Ethereum a été construit pour le développement d'applications décentralisées, ce qu'on appelle en anglais le DApps, Decentralized Applications. Ethereum, c'est 4 millions d'utilisateurs présentement. C'est le deuxième réseau le plus important en capitalisation après Bitcoin, capitalisation de 500 milliards, tandis que Bitcoin a une capitalisation de 1000 milliards présentement, environ. Ethereum, en fait, coûte cher en frais de transaction. En fait, on parle des frais des gas fees. Les gas fees, c'est les GUI. Pour faire une transaction sur le réseau Ethereum, si on regarde, c'est environ pour 10 megs, ça nous coûterait environ 20 000 pour
modifier un contrat intelligent, intégrer des données dans le contrat intelligent et ainsi de suite. Alors, si on veut, dans le cas du byte, en fait, à chaque fois qu'il y a un byte qui se crée sur le réseau Ethereum, ça coûterait excessivement cher. Alors, il faut trouver d'autres solutions pour régler ce problème-là. Il y a un autre problème aussi, c'est de se connecter par les données externes de la blockchain. En fait, si on a besoin d'avoir accès à l'heure des données sportives météorologiques, à la bourse, avoir accès à des appels API, des API externes à la blockchain Ethereum, ça devient, c'est impossible avec le réseau Ethereum, en fait. Je peux changer de page. Alors, la solution pour régler le problème de gas fee, de stockage de fichiers importants en poids, c'est ce qu'on appelle le stockage IPFS. C'est le stockage décentralisé. IPFS veut dire Interplanetary File System. Ça permet d'échanger du contenu par rapport. Le contenu est fractionné, il est crypté sur différents nodes, différents ordinateurs, en fait, pour assurer une certaine sécurité. On parle d'IPFS et Filecoin, en fait, c'est la même compagnie qui développe cette technologie-là. Filecoin, en fait, c'est une couche incitative qui permet de payer des validateurs ou des validateurs sur le réseau pour stocker des données durant une certaine période, entre 6 à 18 mois, et plus, en fait, selon les ententes qu'on a avec les validateurs sur le réseau. Sinon, si on veut emmagasiner des données de façon permanente, il y a le réseau Arweave qui existe, qui coûte un peu plus cher, mais qui t'assure que tes données seront stockées de façon permanente. Ce que ça signifie pour nous, en fait, c'est que le bail sera stocké sur le réseau Arweave parce qu'en fait, on veut payer seulement une fois et ne pas se soucier de la gestion des données dans le futur. Arweave assure aussi le maintien de l'historique à des fins d'analyse aussi là, pour le tribunal administratif du logement. On peut changer de page, oui. Alors, quand on parle de fonctionnement conceptuel, comme Azur avait mentionné tout à l'heure, on parlait du NFT qui était le bail. Ça veut dire que nous, le NFT, ce qui est à droite, en fait, c'est qu'on va l'emmagasiner sur le réseau IPFS ou Filecoin ou un autre réseau qu'on n'a pas mentionné, là, les réseaux de stockage décentralisés qui sont en train de se développer présentement, ce qui réduit énormément les frais de gaz. En fait, l'objectif, c'est d'emmagasiner seulement le contrat intelligent qui détient les fonctions pour exécuter certaines fonctions, en fait, selon le type d'utilisateur qui fait la requête. Alors, le deuxième problème qu'on a, en fait, c'est avoir accès à des données externes à la blockchain, à la chaîne Ethereum. On parlait des appels API externes. Alors, la solution, en fait, c'est d'utiliser les oracles. Les oracles, ça permet d'intégrer des variables issues du monde réel dans le contrat intelligent. Nous, quand on parle d'oracle, on parle du réseau Chainlink, en fait, qui est spécialisé, qui est un oracle, un oracle développé sur le réseau Ethereum, ERC20, sous le protocole ERC20, qui peut appeler n'importe quelle API externe, qui permet des entrées et des sorties fiables et inviolables. C'est surtout ça qui est important, c'est de s'assurer que les données qu'on reçoit d'un oracle soient vraiment fiables et qu'ils soient inviolables. Et le transfert de données, infalsifiable provenant de l'extérieur de la chaîne de bloc par un contrat aussi. Ça veut dire les nouvelles règles à la régie du logement, connaître l'heure, et ainsi de suite. Alors, si on revient à notre diagramme, on s'aperçoit en bas à gauche que Chainlink, en fait, c'est la partie où est-ce que le tribunal du logement va déployer les règlements nécessaires pour la création d'un smart contract, la création d'un bail. Et l'objectif du tribunal du logement, en fait, c'est pour s'assurer que les données soient décentralisées, c'est de dupliquer les règlements sur différents nœuds sur le réseau Chainlink pour assurer une certaine sécurité
des données et s'assurer que s'il y a un nœud qui n'est pas accessible, bien, les autres pourront transférer de l'information quand même. Et grâce au mécanisme de Chainlink, qui est un agrégateur de contrats, un agrégateur en fait de données, Chainlink va faire des requêtes à tous les nœuds possibles et va savoir les informations et va faire une agrégation des données pour s'assurer que de transférer l'information au réseau Ethereum, transférer l'information que lorsqu'on transfère l'information au réseau Ethereum, si l'information est véridique en fait. Alors, le résultat d'un projet expérimental du contrat intelligent, c'est fonctionnalité du contrat intelligent du logement. On parle de différentes fonctionnalités dans le contrat. Par exemple, valider le nombre de jours lors de la signature du bail, le suivi des dates de paiement du loyer, l'augmentation de loyer, limiter les règles illégales, en fait, là, en fait, ça enlève les fausses interprétations d'un bail. C'est le contrat émis par le tribunal du logement qui décide, en fait, qui est emmagasiné sur le réseau Chainlink, en fait, qui envoie l'information selon les demandes, selon des demandes, puis c'est le smart contract qui exécute ces règles-là selon la programmation du smart contract, en fait. La limitation de tout ça, en fait, c'est que le smart contract ne peut pas être un juge. Alors, dans les cas compliqués, en fait, dans les cas de litige compliqués, il faut quand même faire affaire avec des juges, avec des personnes qualifiées pour être capable d'avoir le meilleur résultat. En fait. Les avantages de la chaîne de blocs versus la base de données, c'est que la chaîne de blocs, c'est international. On parle de décentralisation, ça veut dire que la chaîne de blocs est internationale. N'importe qui peut se connecter sur la chaîne de blocs et de devenir un validateur. La chaîne de blocs est transparente. Transparente, ça veut dire qu'on peut avoir accès à toutes les transactions qui ont été inscrites dans la blockchain, dans toutes les blockchains dont Ethereum. Ça veut dire que ça apporte une confiance aussi parce que puisque c'est accessible à tout le monde et que c'est réputé pour être infalsifiable, alors ça peut apporter une confiance. Puis réduire grandement le nombre de pannes. En fait, puisque c'est un réseau décentralisé, ça veut dire que même si un validateur se déconnecte ou que, je ne sais pas, un pays interdit l'Ethereum, mais il y aura toujours quand même des validateurs ailleurs sur la planète qui pourront maintenir le réseau, maintenir la sécurité du réseau. Alors, je vais laisser la parole à Azure. Pour conclure rapidement, en fait, il va y avoir une transition par la suite, toutefois. C'est quoi les portées de faire un projet de développement expérimental, en fait, là? C'est qu'à travers tout ça, il y a beaucoup de considérations à avoir, il y a beaucoup de choses qu'il faut analyser que la théorie ne présente pas. Lorsqu'on parle de sécurité publique, on parle de stockage de données, mais il y a des considérations à avoir par rapport aux données publiques. Qu'est-ce qu'on va mettre réellement là-dessus? Est-ce qu'on veut vraiment que nos données ou dans le fond, nos informations en lien avec le logement soient publiques? C'est des questions auxquelles il faut répondre, il faut se pencher. L'efficacité énergétique, on n'en a pas parlé, mais le preuve de travail, il y a des questions énergétiques. Vous en avez sûrement entendu parler avec la montée du Bitcoin. Tout ça, c'est de l'énergie computationnelle, en fait, informatique, qui est consommée. Est-ce que c'est plus efficace que les systèmes qu'on a en ce moment? Ça, c'est des questions à se poser. L'éducation de la population, est-ce que c'est pas la théorie, elle n'est pas trop en avance par rapport à ce que nous, les gens, on connaît sur le terrain? Est-ce que c'est pas trop loin? Comment on rallie tout ça? Et finalement, comment on est capable de faire des recommandations d'architecture système qui vont être prêts pour accueillir la blockchain ou du moins penser aux futures applications qui vont être sur le long terme. Donc, bien que les demandes en ce moment sont pour l'architecture sont X ou Y, aujourd'hui, on va pouvoir se prononcer sur
est-ce que c'est prêt pour demain? Est-ce que ça va être prêt à accueillir le nouveau système de demain? C'est sur quoi on peut avoir d'autres points de vue. La portée de tout ça, en fait, ce projet de développement expérimental, il nous permet d'aller de définir la portée, là, que ce soit sociale, économique, que ce soit au niveau ingénierie logicielle, informatique. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose à travers le ralliement là, de la théorie et de la pratique, en fait. Puis on réalise que la blockchain, là, vu que c'est un réseau qui est décentralisé, au lieu de passer par un site ou un lieu d'hébergement, des serveurs d'hébergement, on pourrait penser que je pourrais héberger mon application sur un réseau décentralisé. Donc, plutôt que de payer une compagnie ou du moins pour sa sécurité, je peux m'assurer que si je l'inséris sur les blocs, ceux qui vont les faire le calcul, il n'y aura pas d'influence, le nombre de pannes va être réduit. Donc, ça n'appartient à personne, mais à tout le monde en même temps. C'est un peu la définition du Web 3. On parle souvent de finances décentralisées, un système bancaire potentiellement qui ne serait pas influencé par quoi que ce soit. Une économie locale, ça pourrait être ça pourrait être un réseau local où est-ce qu'on distribue la charge des transactions financières. Qu'est-ce qu'il en est du développement durable? Vu que cet algorithme-là, il nous permet, il est encrypté, on ne peut pas jouer avec, on fait juste ajouter des transactions. Donc, si la transaction, elle passe, c'est convenable. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces petits ordinateurs-là et les utiliser comme chauffage? C'en est une question. Puis, à Montréal, ici, il y a une question de où est-ce qu'on veut aller vers les villes intelligentes. Est-ce que le bail de la Régie du logement ne pourrait pas en lui-même être une fonctionnalité ou un système automatique qui se gère par lui-même et qui fonctionne par lui-même plutôt que de l'écrire papier puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais laisser Maxime continuer sur la dernière section qui comporte qu'est-ce qu'il y a dans tout ce monde de la chaîne de blocs. Alors, merci Azure. Oui, on va commencer en fait, on parle souvent de finances décentralisées, le DeFi. Le DeFi, c'est quoi exactement? En fait, c'est que le DeFi, ça permet de faire des transactions sans intermédiaire, sans banque. On peut faire des transferts d'argent avec un portefeuille numérique qu'on peut se créer assez rapidement. Donc, si ça permet d'avoir des placements à haut rendement. On parle des rendements de 5 à 10 fois plus rentables que les investissements qu'on peut avoir à la banque. Si le Web 3.0, en fait, après le 2.0 dans lequel nous sommes présentement, c'est le web qui sera décentralisé, en fait. C'est le Web qui sera développé sur les réseaux Ethereum et différents autres réseaux qui deviennent de plus en plus populaires. C'est un web où est-ce que, en fait, l'utilisateur aura plus de contrôle sur ses données. L'utilisateur pourra définir et décider de ce qu'il fait de ses données et il pourra être même rémunéré pour donner accès à ces données. C'est un web qui est résistant à la censure parce que c'est décentralisé, comme on dit, même s'il y a un pays qui interdit le réseau, par exemple Ethereum, comme la Chine a fait avec le Bitcoin, mais le Bitcoin n'est pas disparu, en fait. Les autres mineurs, en fait, les autres validateurs ailleurs sur la planète ont pris le relais. Ça permet aussi de la gouvernance. En fait, on parle souvent de jetons de gouvernance ce qui veut dire que chaque utilisateur qui détient des jetons, par exemple Ethereum ou Bitcoin, pourra voter sur les prochaines décisions, les prochaines décisions, le prochain développement, en fait, du réseau. On parle d'organisation décentralisée. L'organisation décentralisée, en fait, ça permet, en fait, de développer un réseau comme Ethereum et tous les utilisateurs décident de ce qui va se passer avec le réseau Ethereum. Par exemple, on peut prendre le EIP 1559 qui a eu cet été, en fait, le Ethereum Improvement Proposal de 1559 qui a permis de changer la façon d'estimer les frais de réseau, les frais de transaction, en fait, parce que les frais de transaction sur les réseaux Ethereum sont de plus en plus chers parce qu'il y a de plus en plus
d'achalandage. Alors, il y a des ajustements à apporter pour ne pas perdre les utilisateurs, en fait, pour pas que les utilisateurs s'en aillent sur un autre réseau de compétition. Oui, on peut changer de page. Alors, quand on parle de minage, validation de transactions, en fait, c'est des ordinateurs. Il y a deux types d'ordinateurs qu'on peut utiliser. Les ordinateurs, les GPU, en fait, les GPU, c'est les cartes vidéo qu'on utilise normalement pour le jeu vidéo. C'est possible de connecter plusieurs cartes vidéo sur carte mère, mettons, disons 8 cartes vidéo. Puis ça permet de valider des transactions sur le réseau Ethereum. Et ici, on voit Ravencoin, Ergo, il y en a plein d'autres. Et à chaque validation d'un bloc, on reçoit des récompenses. On reçoit les frais de transaction que les utilisateurs ont payés. Et en même temps, lorsqu'on crée un bloc, on reçoit une récompense, par exemple, d'Ethereum ou de Bitcoin parce qu'on a validé le bloc. Sinon, la deuxième possibilité, c'est les ASIC. C'est le petit ordinateur, la boîte en bas, en fait, qui permet de valider des transactions, mais c'est une boîte qui est plus puissante, qui coûte plus cher, évidemment, mais qui est plus payant. Ça permet surtout de valider les transactions sur le réseau Bitcoin. On peut utiliser Ethereum, mais la plupart des gens qui achètent des ASIC, en fait, c'est pour valider sur le réseau Bitcoin parce que, nous n'en avons pas trop parlé, mais en fait, ça fonctionne avec le taux de hachage. En fait, c'est la difficulté de validation d'un bloc augmente selon le nombre d'utilisateurs, le nombre de validateurs sur le réseau. Alors, plus que la difficulté augmente, plus que ça nécessite d'avoir des ordinateurs plus puissants pour être capable de valider un bloc et de valider les transactions. Alors, je vais laisser la parole à Azure pour là. Ce qui est intéressant là, à travers tout ça, là, comme Maxime a énuméré beaucoup de choses, puis en particulier les ordinateurs qui font le minage, en fait, eux, tout simplement, ce qu'ils font, en fait, lorsqu'on est membre de ce réseau-là, toutes les transactions qui sont demandées peuvent être ajoutées à un bloc et c'est nous qui les calculons et s'assurons que la mathématique derrière tout ça, elle est correcte. Qu'est-ce que ça permet de faire? On peut schématiser un peu tout ça, puis ça, c'est seulement un bonus qu'on découvre en faisant un projet de développement expérimental, mais on se rend compte qu'il serait potentiellement possible de distribuer les transactions qu'un supermarché ou qu'un commerce local fait ou a besoin de faire ou habituellement paye chez Visa ou toutes les compagnies financières qui régissent les institutions ou les transactions financières des comptes bancaires. Je vous donne un exemple rapide. Lorsque le client s'en va dans un commerce et achète une tomate, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on sort la carte et on paye $1, là, la tomate, combien elle coûte. Cette transaction-là, elle est exécutée sur des serveurs d'une compagnie. Donc, à chaque fois que ces transactions-là sont effectuées, Visa ou Mastercard ou toutes ces compagnies-là ont un deal ou un contrat de combien coûte chacune des transactions. C'est souvent quelques cents par transaction, mais c'est de l'argent et ça passe par les actionnaires et ensuite par les employés. Mais tout ça, c'est centralisé. Ce serveur-là, il appartient à une personne ou du moins par la suite, il va payer les employés. Qu'est-ce qu'on pourrait visualiser comme système futur? C'est que le commerce, plutôt que de passer par Visa, il va passer, moi et lui, lorsque je fais un transfert, on se connecte avec nos deux portefeuilles, on n'applique qu'un contrat intelligent. Ce contrat intelligent-là, il va exécuter la transaction. Qui va exécuter cette transaction-là? C'est les ordinateurs que Maxime vous a présentés juste en haut. Si moi j'ai un ordinateur, mon voisin a un ordinateur, essentiellement, le commerce en face, c'est moi qui va être rémunéré, le 10 cents qui est renvoyé habituellement chez Visa, chez Amazon, puis par la suite aux actionnaires, indépendamment. Moi, j'ai un ordinateur, mon voisin a un ordinateur. On délivre la capacité informatique pour assurer les transactions de la boutique juste à côté de chez moi. Et qu'est-ce qui arrive avec la chaleur? Je la récupère et je fais chauffer mon appartement. Donc, maintenant, on comprend un peu plus que toutes les possibilités qui arrivent avec ça. Et je vous donne un petit un bonus, là. Imaginez avec les voitures électriques, qu'est-ce qui arrive lorsque l'hiver arrive. On veut chauffer l'auto. On pourrait tout simplement, au lieu de faire chauffer des éléments, on pourrait tout simplement mettre des chips ou des processeurs qui vont
calculer des transactions. Donc, imaginez faire partie, rouler de votre voiture là, et faire partie d'un réseau local, puis à chaque fois qu'on change de ville, d'une ville à une autre, on calcule des transactions qui sont locales et qui aident chacun d'entre nous. Donc, la redistribution potentiellement des frais de transaction, elle est distribuée à ceux qui participent au réseau et par la suite, une partie, les frais retournent au propriétaire, puis le client repart avec sa tomate. Donc, ça permet de créer une économie qui est décentralisée, mais aussi locale et qui est validée par les participants de cette économie-là. Je laisse Maxime terminer. Alors, merci Azur. La blockchain arrive rapidement, mais nous en sommes encore au début. Alors, on parle de la blockchain, en fait, où se situe la blockchain comparée avec l'or, Apple, qui est la compagnie avec la capitalisation la plus élevée au monde, en fait. On peut voir que Bitcoin est autour de environ à la 11e position avec une capitalisation de... Ici, on parle de 700 millions environ, 700 milliards, excusez-moi, 700 milliards de capitalisation. Ça varie énormément parce que, bon, c'est ça, la blockchain, c'est nouveau, ça fait seulement, surtout Bitcoin, ça fait 10 ans que ça existe. Alors, le marché est très volatile, le marché peut varier très rapidement. Dernièrement, le Bitcoin a perdu environ 35% de sa valeur. Mais si on regarde la courbe depuis les années 2010, on voit que la valeur du Bitcoin ne fait qu'augmenter, même s'il y a des variations de 60, 50, 60, 80% de son prix, en fait. La tendance monte de plus en plus et les variations diminuent de plus en plus aussi. Là. Avec les années, on va s'apercevoir que d'ici dans 10 ans, les pertes de 50% de valeur, il n'y en aura pas tant que ça non plus. Alors, si on regarde l'image en haut à droite, c'est l'adoption, le nombre d'utilisateurs sur la blockchain versus l'adoption de l'Internet, en fait, dans les années 90, fin 90, en fait. On s'aperçoit que présentement, on est autour d'environ 160 millions d'utilisateurs sur le réseau et qu'en 2024, on devrait atteindre environ 1 milliard d'utilisateurs sur le réseau. L'adoption se fait très, très rapidement. C'est ça, là, ça va faire partie de notre vie comme l'arrivée de l'Internet dans les années 2000. On ne savait pas trop qu'est-ce qui allait arriver avec tout ça. Puis maintenant, c'est naturel d'utiliser Internet. En fait, on ne pourrait pas s'en passer. Et si on regarde l'image en dessous, on voit la Rogers Bell Curve. En fait, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est seulement dans le 2,5% d'innovation. On est vraiment au début. C'est tout nouveau, c'est 10 ans, c'est très peu, mais ça va aller très, très vite à partir du moment qu'on va arriver dans les early adopters. En fait, c'est que là, les gens vont commencer à intégrer ça dans leur vie. Et là, c'est là que ça va partir quand même assez rapidement. Oui. On peut pas changer de page. Ici, on parlait aussi des NFT, des metaverse et du Web3. Quand on parle des NFT, en fait, c'est quoi? C'est des images. Souvent, on parle d'images des JPEG. C'est des images d'œuvres d'artistes, en fait, qui peuvent se vendre à un prix excessivement élevé. Par exemple, Banksy, qui est un artiste assez connu, a brûlé une de ses toiles et il l'a transformée en NFT. Ça veut dire qu'il y a une version numérique de sa toile et sa toile s'est vendue à 380 000 US. OpenSea, en fait, c'est un marché qui permet des transactions de NFT. OpenSea, l'année passée, en 2021, il y a eu un volume de transactions d'environ 10 milliards, 10,35 milliards, ce qui est énorme. En fait, c'est le début, en fait, du marché des NFT. Ça va prendre l'expansion avec les années. Et par la suite, on parle aussi de Metaverse, dont Meta, Facebook a changé de nom pour Meta parce qu'ils veulent se positionner dans ce marché. Metaverse, on parle aussi de Decentraland. Les plus connus, c'est Decentraland et Sandbox, en fait. Les terrains sont vendus à plusieurs millions. Chaque parcelle de terrain, en fait, peut être vendue à plusieurs millions. Il y a Nike, Adidas, et des grosses compagnies, en fait, qui commencent à investir dans Decentraland, dans Sandbox pour se positionner parce qu'ils savent que ça va être un marché qui va être énorme durant les prochaines années. Il y a Axie Infinity, en fait, ça c'est nouveau, en fait, c'est le Play to Earn. En fait,
Ça veut dire qu'on peut jouer et gagner de l'argent en jouant. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est grâce à la blockchain. Ça veut dire que un utilisateur se crée une équipe. Ici, on voit l'Axie Infinity, ça ressemble un peu au Pokémon. On se crée une équipe. Dans un arène, il y a des combats contre d'autres équipes sur la planète, d'autres joueurs. Et à chaque fois qu'on gagne, on est récompensé en jetons. Dans ce cas-là, c'est le AXS qui a une certaine valeur. Et bon, ça peut rapporter environ 200 US par mois. Et ça permet aussi ça permet d'avoir le scholarship. Ça veut dire qu'on peut créer plusieurs équipes et les prêter à différentes personnes. Et ces personnes-là jouent et nous, on garde par exemple 50% des revenus et on donne 50% aux joueurs qui utilisent notre équipe. Alors, c'est un nouveau marché qui va se développer. Là. Le play-to-earn, on va en entendre parler de plus en plus. Ça se peut que dans 10 ans, il y a des gens qui, leur métier, ça va être seulement de jouer à des jeux sur la blockchain et ils vont être capables d'en vivre très bien. En fait. On parle de finances décentralisées. Finances, finances décentralisées, on parle de AV qui est le plus connu, en fait, qui a une total value lock, en fait, c'est le nombre d'argent investi dans le protocole. On parle de 28 milliards de dollars qui a été investi dans ce protocole-là. En fait, c'est des utilisateurs qui utilisent ce protocole pour emprunter de l'argent et déposer de l'argent avec des intérêts plus élevés qu'à la banque. Sinon, il y a des compétiteurs comme Pure Finance et Compound. Et le Web3, mais là, c'est ça. Le Web3, c'est grâce à Ethereum, on peut développer le Web3, les applications décentralisées. Ça nous permet de posséder nos données. Comme je disais tantôt, c'est résistant à la censure. Si on regarde sur l'image, en fait, c'est le Web3, c'est vraiment ce qui va changer. En fait, c'est le live. Si on regarde, le Web1, c'était le push. Le Web2, c'était le share, c'est le partage de données. Le Web3, c'est le live grâce au metaverse, grâce au portefeuille décentralisé. On va contrôler nos données, on va contrôler ce qu'on va donner aux compagnies, en fait, comme information. Alors, ça termine la présentation aujourd'hui. Nous allons passer à la période des questions. Donc, merci beaucoup, Azur et Maxime. Il y a eu énormément de matériel qui a été présenté. C'est une introduction, bien sûr, de votre part, et ça a été très efficace. Donc, on a une dizaine de minutes pour des questions. Donc, envoyez les questions sur le chat, le Q&A dans l'interface, ou bien vous pouvez lever la main aussi, et je vais lire les questions, celles qui sont sur le chat. Donc, peut-être en attendant que les gens écrivent, moi, bon, voilà, j'ai une question ici de la part de Pierre Raymond. Est-ce que le Code civil québécois permet les contrats sous forme de chaîne de blocs? Est-ce que légalement, ce serait accepté en cours? Est-ce qu'il y a eu de la jurisprudence sur le sujet? Pas pour l'instant, en fait, parce que là, c'est un projet expérimental. Il y a jury et bot qui existe, en fait, qui permettent d'interpréter les textes de loi, qui va guider l'utilisateur, qui va permettre à l'utilisateur d'avoir quelques informations par rapport au texte de loi, mais c'est ça, c'est encore en phase expérimentale. Je ne pourrais pas dire que oui ou non. On n'a pas fait de recherche de ce côté-là. Toutefois, si je peux rajouter, le Code civil a écrit un document, le bail de la Régie du logement, et celui-ci demande, exige certaines informations, par exemple l'adresse, le nom l'adresse des parties prenantes. Donc, nous, ce qu'on veut faire à travers ce contrat intelligent-là, on peut implémenter les mêmes fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire que on peut exiger ce que la Régie du logement, ou du moins le Code civil, l'exige. Est-ce que ça peut être utilisé en jurisprudence ou est-ce que devant la Cour? Seul le temps nous le dira. Toutefois, selon la définition de la blockchain, puisque les événements antérieurs ou les blocs antérieurs ne peuvent pas être effacés ou modifiés, ça peut être utilisé comme on suppose, mais le temps nous le dira. Ça peut potentiellement être utilisé comme débat dans un. Ça sera à déterminer. C'est difficile à dire.
Je pense que c'est ce que la question, c'est comment gère-t-on les différends et les litiges concernant l'interprétation et l'exécution du contrat. C'est ce que Maxime parlait justement, le bot là, qui. Ça rentre dans un autre contexte. Comment gère-t-on le renversement de transactions en cas de fraude, par exemple? En fait, ça, ce sera à déterminer. En cas de fraude, ça va être inscrit toutefois. Souvent, les dommages sont déjà faits. Donc, comment aller, ça va aller en, en cours, puis après, ça sera débattu. Toutefois, l'histoire du litige, nous, le contrat ne peut pas interpréter les règlements écrits qui sont nuancés. Par contre, des règlements tels que qui sont chiffrés statiques, par exemple, une application, souvent une session de veille demande que c'est formulé comme quoi il y a 15 jours pour répondre à la demande. Ben, 15, c'est quand même c'est un chiffre. Donc, nous, on peut soumettre au contrat de dire que en date du 1er janvier, il y a 15 jours. Après 15 jours, le contrat pourrait prendre action. Est-ce qu'on veut faire ça? C'est à débattre. Toutefois, la date a été enregistrée, donc on peut par la suite aller à la régie et dire voici la date à laquelle on a fait l'application. Donc, et puisque personne ne la contrôle, personne ne contrôle le réseau, on peut s'y fier, du moins, on peut avoir confiance que personne n'a pu modifier les chiffres. Donc, ça peut être utilisé dans ce sens-là. OK. Ensuite, une autre question. Merci, merci Azure. Est-ce que la question précédente était de Jean-François Gingras? Une question maintenant de Hector Torres. Est-ce que le tribunal, ancienne régie du logement, acceptera un contrat en blockchain? S'il accepte un contrat verbal, il devrait accepter un contrat en NFT, je crois. Ben, en fait, il y a intérêt à accepter le contrat NFT sur la blockchain parce que le tribunal du logement pourra avoir accès à tous les contrats qui ont été enregistrés. En fait, contrairement à un contrat verbal ou un contrat sur papier, le tribunal du logement ne peut pas savoir exactement qui a signé quoi, quelle entente qu'il y a eu. Tandis qu'avec la blockchain, plus que c'est public, c'est transparent, c'est que le tribunal du logement peut faire peut se faire des requêtes pour avoir toute l'information, des statistiques, en fait, puis dire, OK, combien de contrats ont été signés dans tel quartier ou dans telle province, ou et ainsi de suite. Là. Ça, c'est ce qui est très avantageux pour le tribunal du logement. Il y a un plus grand contrôle sur ce qui se passe et peut s'assurer qu'il y ait moins de fraude, on pourrait dire. Une question de Imbert. Je ne sais pas, désolé si je le prononce mal. Un bail papier coûte 2 $ et pas d'énergie par la suite. Une transaction Ethereum coûte combien? Ça, c'est relatif. Ça dépend du prix de l'Ethereum qui varie énormément, puis selon le nombre d'utilisateurs sur le réseau. Mais l'objectif, en fait, nous, c'est de trouver une solution qui va avoir un coût relativement constant. Mais c'est sûr que ça va coûter un petit peu plus que 2 $. Mais l'avantage, c'est que ton bail est enregistré sur la blockchain et que c'est une preuve infalsifiable, en fait. C'est que ça protège le locataire, ça protège le propriétaire aussi. Là. Ça permet de dire d'avoir accès à cette information-là n'importe quand il y a un litige devant le tribunal du logement. Et ça permet aussi de. C'est ça, là. Quand on parle de coût d'énergie, oui, il y a un coût d'énergie, mais c'est pas plus que ce qu'on peut dépenser pour envoyer un email à chaque jour. Là. Il y a une question aussi où est-ce que le coût en papier, en fait, on coupe un arbre pour avoir le document, alors qu'ici, on pourrait peut-être se faire chauffer par les transactions. Donc, le coût, en fait, est bien peut-être mieux réparti, en fait. Là, on ferme la boucle de réutilisation de l'énergie. Ouais, je peux donner un exemple. En fait, moi, chez moi, j'ai un ordinateur qui valide des transactions, mais pas sur Ethereum, sur un autre réseau. Et toute la chaleur qui est dégagée, en fait, chauffe mon appartement. Alors, ça génère de l'argent et en même temps, je chauffe mon appartement, ça réduit mon coût d'électricité. Il y a plusieurs manières de redistribuer cette chaleur-là. C'est juste que ça n'a pas été étudié, mais il y a plusieurs solutions qui pourraient être trouvées pour
économiser, en fait, pour ne pas perdre cette consommation-là. Puis aussi, il faut pas négliger le coût humain, le coût le coût de l'arbitrage. Il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en facteur en dehors du coût de la matière elle-même. Ouais. Donc, une autre question maintenant de Kirill Doubson-Rémillard. Au niveau de l'éducation des utilisateurs face aux nouvelles technologies, combien de temps pensez-vous que cela prendrait pour que l'utilisation de la blockchain fasse partie des connaissances générales, comme l'est actuellement l'utilisation de cartes de crédit? Ou est-ce qu'il est préférable d'abstraire comment le blockchain fonctionne et créer des API plus simples que les gens utiliseront? Je peux répondre. En fait, les utilisateurs vont utiliser la blockchain comme des transactions sur Bitcoin, sauf qu'ils ne s'en apercevront pas vraiment. Ça va être des transactions comme sur les cartes de crédit. De plus en plus, il y a des cartes de crédit qui peuvent être associées au compte de crypto-monnaie, par exemple. À chaque fois que tu fais un paiement, tu fais des paiements en Bitcoin sur le réseau Lightning Network. En fait, même avec le compte Twitter, tu peux faire des transactions entre personnes, entre utilisateurs. Et avec le téléphone, c'est une application que tu installes. Tu fais juste scanner un QR code et tu fais ton paiement, puis le paiement est transformé et fait en Bitcoin. Alors, le paiement se fait en quelques secondes. Euh, L'avantage, en fait, de tout ça, c'est que les transactions à l'international vont se faire instantanément au lieu de prendre plusieurs jours de validation et des frais de transaction aussi. Par exemple, quand on utilise Western Union, tout ça, il y a des frais quand même relativement élevés quand on veut faire des transactions à l'international. Et la transaction est plus rapide. Et bon, il y a plein d'autres avantages aussi, là. Si Mais on peut parler l'adoption va se d'un... faire relativement assez rapidement parce que, bon, les utilisateurs ne verront pas vraiment la différence avec ce qu'ils font présentement, là. Utiliser une carte de crédit ou faire une transaction sur le réseau, ça va être sensiblement la même chose. Ouais, puis on le sait, il y a crypto.com qui fait déjà une carte de crédit où est-ce que c'est connecté à ton compte bancaire, puis tu fais tes paiements dans un supermarché comme n'importe lequel et ta transaction, elle est passée en Bitcoin, ton argent, ton 20 $ passe en Bitcoin, du Bitcoin aux 20 $ par la suite. Donc, ça se fait déjà, là, en fait. Bon, on approche midi, il y a beaucoup de questions, donc on va essayer on peut prendre peut-être 5-6 minutes de plus pour répondre au maximum de questions. Oui. Pierre Raymond, vous suggérez l'utilisation de blockchain pour les transactions quotidiennes d'épicerie, comme dans votre exemple avec les tomates. Cependant, il me semble que les chaînes de blocs actuelles ne sont pas vraiment faites pour des transactions rapides. On doit vérifier la disponibilité des montants rapidement avec de petits montants. Est-ce que ma compréhension est bonne? Ben, si c'est Oui, faisable maintenant, Azure, tu veux. Ouais, ouais, vas-y. c'est ça. Comme Maxime le dit, tu sais, les transactions, c'est vrai qu'il y a ce problème-là à ce jour-là de transactions qui sont lentes et dures à valider, donc ça prend du temps. Mais on est encore au début. Donc, avec le temps, c'est une question de temps avant qu'on trouve une solution pour accélérer ou augmenter le nombre de transactions. Donc, oui, ta compréhension, elle est bonne. C'est à ce jour complexe de le faire, mais il faut le considérer parce que les choses vont changer. Un bon exemple, c'est Solana. Solana, c'est une nouvelle blockchain qui a été euh, implémentée récemment, là, après Ethereum. Euh, Elle est beaucoup plus rapide. Par contre, elle est plus centralisée. Donc, c'est plus difficile de devenir un validateur. C'est ce qui aussi permet sa validation rapide puis son exécution rapide. Donc, oui, c'est difficile aujourd'hui, mais ça se fait. Donc, il n'y a pas de raison de se limiter à cet impact-là parce que dans le temps, ça va tendre à s'accélérer. J'aimerais rajouter aussi que il y a avec des paiements en Bitcoin, en fait, il y a le réseau qui s'appelle le Lightning Network qui permet des paiements en Bitcoin. C'est des paiements instantanés, en fait, faire des transferts en quelques secondes. C'est aussi rapide que faire un paiement avec une carte de crédit Visa. C'est possible d'aller acheter, par exemple, des tomates ou d'aller dans un restaurant et de payer avec son portefeuille numérique Bitcoin. Ça se fait maintenant. Ça a commencé cette année. Ça se développe assez rapidement. Puis il y a des compagnies comme Strike
en fait, qui est en train de développer des solutions de ce côté-là. Puis il y a d'autres compagnies aussi, là, comme UTrust. Il y en a quelques d'autres, là, mais ça va arriver avec 2022, 2023, durant les prochaines années, les solutions vont apparaître. Même PayPal va offrir le paiement par Bitcoin ou par différentes d'autres crypto-monnaies. OK. Donc encore, il y a beaucoup de questions encore. De Jean-François Gingras. Est-ce que les chaînes de blocs permissionnées seraient plus appropriées que les chaînes ouvertes publiques lorsque l'on parle de services publics? Oui, c'est un bon point, ça. En fait, nous, on a parlé d'une blockchain qui est publique. Puis il y a des questions à se poser par rapport aux données qu'on met par-dessus sur ça. Il existe des solutions Hyperledger qui sont privées. Toutefois, le problème avec ça, c'est que ça retombe dans le cadre de il y a quelqu'un qui contrôle cette blockchain-là, c'est centralisé. Donc, la difficulté avec ça, c'est qu'on perd la confiance de c'est qui valide ces informations-là? Qu'est-ce qui nous garantit que ces gens-là, du jour au lendemain, ils ne vont pas décider d'éteindre la blockchain ou de la supprimer, puis toutes mes informations, mon historique, je l'aurais perdu, ça ne vaut plus rien. Donc oui, il y a des accords, puis la blockchain, des Hyperledger Fabric, c'est déjà utilisé dans le monde privé. Mais bon, il y a la qualité, le fait que ça soit public et transparent, il y a cette qualité où est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas, on peut y avoir confiance, on peut voir ce qui se passe dessus. C'est pour ça qu'il y avait des considérations qu'on a dit au niveau des données publiques, qu'est-ce qu'on met dessus, il faut se pencher sur la question. Merci Azur. On approche tranquillement de la fin. Il reste encore quelques questions. Mais avant, j'aimerais vous inviter à nous écrire pour des commentaires, critiques, suggestions, des souhaits. Ne vous gênez pas, on est très ouvert à ça. Donc peut-être une question, mais j'ai l'impression que c'est plus une critique qu'une question. Que fait-on tout l'été avec toute cette chaleur générée? On Ivan? ralentit le nombre de transactions exécutées, mais ça ralentit le réseau. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait avec cette chaleur-là? C'est pas. Mais il y a la Ouais. possibilité aussi de d'éteindre son ordinateur. Ça ne veut pas dire que on a la possibilité de valider les blocs, d'être validateur pendant une certaine période de l'année si on n'est pas capable de gérer cette chaleur-là. Il y a toujours des gens qui vont prendre la relève. C'est certain que nous, au Canada, on est très avantagés par la température. C'est certain qu'une grosse partie de l'année, on pourrait utiliser cette chaleur-là pour chauffer nos appartements ou chauffer des trottoirs ou n'importe quoi. Mais ça, c'est une des solutions qu'on propose, mais on n'a pas fait nécessairement des recherches de ce côté-là pour comment on peut récupérer l'énergie occasionnée par les validations de blocs. Là. Mais bon, il y a matière à recherche de ce côté-là. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est juste qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer ça parce que ce n'était pas dans l'objectif du projet expérimental présentement. OK. 2 dernières questions. Merci beaucoup, Maxime. 2 dernières questions, puis on va finir là-dessus. De Pierre Raymond. Comment s'assurer de la vraie identité du locataire et du locataire? Le concept de chaîne de blocs permet des transactions entre personnes anonymes. Est-ce que cela peut poser un problème légal? Je peux répondre. Tu veux, vas-y. Ouais. En fait, ce n'est pas des transactions anonymes. On peut retrouver très rapidement, en fait, avec tout l'historique, qui a fait la transaction, puis à quel endroit, en fait, sur la planète. Normalement, le locataire doit se créer un portefeuille numérique. Là, nous, on parlerait, dans notre cas, dans notre projet, ce serait d'avoir une identité décentralisée. Ça veut dire que le locataire se crée comme, par exemple, carte d'assurance maladie ou un permis de conduire, mais une identité numérique permet au locataire, en fait, de valider que c'est la personne qui va vivre dans cet appartement-là. Là. Il y a des solutions qui sont offertes de ce côté-là. On n'en a pas parlé beaucoup dans la présentation parce qu'il y aurait eu trop de sujets,
On avait quand même seulement 45 minutes, mais il faut regarder du côté de l'identité décentralisée, là, les recherches qui se font de ce côté-là. C'est ce qui règle le problème, en fait. Puis si je peux ajouter, devant la cour, on peut toujours exiger de voir les portefeuilles, ou du moins lorsque par exemple, là, dans un cas où est-ce qu'on se ferait frauder sur papier, ça, c'est un autre problème, mais on peut se faire frauder, ça, c'est une question c'est plus une question de hameçonnage, puis de sensibilité ou d'éducation sur avec qui on fait affaire, comment on fait attention aux fraudeurs. Toutefois, ce qu'on peut être sûr, c'est, comme Maxime a dit, on est sûr que c'est cette personne-là ou ce portefeuille-là qui est associé à tel jeton ou tel bail. Donc, une fois arrivé en cours, la personne va pouvoir confirmer que c'est bel et bien à lui. Donc, ce bail ne pourra pas être donné à quelqu'un d'autre ou ne pourra pas être on ne pourra pas se faire passer pour cette personne-là si on n'a pas les informations qui viennent avec ou la clé qui vient avec pour débarrer ou ouvrir ce contrat intelligent-là. Donc, au niveau de comment on limite les fraudeurs, ça, c'est un peu plus complexe, mais on est sûr qu'on peut identifier. En fait, la personne peut, avec sa clé privée et publique, peut ouvrir on peut s'assurer que c'est bel et bien cette personne-là qui a signé ce contrat-là. Une dernière question qui est un peu dans la même veine, en fait, de Jean-François Gingras. Le volet très technique et le risque d'erreurs irréversibles n'est-il pas un enjeu important concernant les transferts d'argent et paiements pour la majorité de la population, surtout si le transfert-paiement se fait vers l'extérieur des frontières, sans aucun recours légal? Je peux répondre à cette question-là. En fait, il y a la possibilité d'utiliser des échangeurs décentralisés qu'on appelle là, comme Binance, Coinbase, Crypto.com, qui permettent de faire des transactions aussi à l'international. Quand on passe par des échangeurs centralisés, il faut faire un KYC, en fait, c'est qu'il faut s'identifier, il faut donner son adresse, il faut donner son permis de conduire et tout. Ça permet d'avoir une certaine sécurité. Par contre, la blockchain permet de faire des transactions décentralisées. Ça veut dire que moi, je peux envoyer de l'argent à un ami en France sans passer par une identité centralisée. C'est juste que ça donne plus de possibilités. Après, là, il y aura de la réglementation qui va embarquer. Là, les gouvernements sont un peu en retard peut-être sur la régulation, mais ça s'en vient très rapidement. Là, on a vu qu'en 2022, les gouvernements commencent à prendre la blockchain au sérieux parce que là, il y a de plus en plus de transactions qui se font. Puis c'est ça. Là. Ça va changer très rapidement. Là. Mais pour l'instant, on peut dire que c'est le Far West. C'est la ruée vers l'or. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais ça va changer. Ça va changer très rapidement. Merci, merci beaucoup, Maxime, merci Azur, merci à tous les participants et pour toutes les questions qui étaient extrêmement intéressantes. Donc, on vous invite au prochain masterclass du crime qui va porter le sujet, et pas encore, on va annoncer le sujet très bientôt. Et bonne journée à vous tous. Merci. Merci. Bonne journée.